Bienvenue à cette formation en ligne du projet sur le genre et le droit pénal international axé sur la protection des victimes de violences sexuelles et sexistes liées au conflit. Le projet sur le genre et le droit pénal international est un projet conjoint du Bureau de recherche sur les crimes de guerre et du Programme sur les femmes et les droits de American University, Washington College of Law. Le projet sur le genre et le droit pénal international a pour mission de soutenir les tribunaux comme la Cour pénale spéciale pour qu'ils utilisent les avancées du droit international afin de tenir responsables les auteurs des violences basées sur le genre liées au conflit (VSG) et d'améliorer l'accès à la justice pour les victimes de ces violences. Le projet sur le genre et le droit international fournit des outils de recherche, une formation et une assistance technique aux tribunaux internationaux et nationaux, aux procureurs, aux juges et aux organisations de la société civile qui réclament justice pour les victimes de ces crimes internationaux graves. Notre projet en RCA renforçait la capacité du gouvernement à faire justice pour la violence sexuelle et sexiste liée au conflit en RCA, cherche à fournir ce soutien au personnel de la Cour pénale spéciale et aux organisations de la société civile qui demandent réparation pour les victimes des violences sexuelles et sexistes commises pendant la guerre civile en RCA. Ce projet est soutenu par le département d'État des États-Unis. Dans cette formation, nous discuterons des dispositions du Code pénal de la RCA sur les crimes de guerre. Nous identifierons les défis qui se posent lors de l'application des dispositions relatives aux crimes de guerre à la violence sexuelle et sexiste. Nous nous tournerons vers le droit international pour aider à interpréter les dispositions régissant la violence sexuelle et sexiste comme des crimes de guerre. Le viol et d'autres formes de violence sexuelle peuvent constituer des crimes de guerre lorsque des éléments spécifiques sont respectés. Les crimes de guerre sont des actes qui violent certains principes du droit international humanitaire applicable aux conflits armés internationaux ou non internationaux. Pour cette raison, les actes incriminés dans cette catégorie doivent être liés à un conflit. Les articles 154 à 157 criminalisent les crimes de guerre. Article 154 dit « Aux fins du présent code, on entend par crime de guerre les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'inculpation des actes y mentionnés lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des dites conventions. » Article 155 dit « Constituent également des crimes de guerre les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international. » Article 156. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international constituent des crimes de guerre les violations graves de l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'inculpation des actes commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause. Article 157. Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aussi aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur son territoire l'État centrafricain à des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux. Donc, pour constituer des crimes de guerre, les actes allégués en vertu des
articles 154 à 157 doivent être commis dans le contexte d'un conflit armé et il doit y avoir un lien entre le conflit armé et l'acte. Le procureur doit prouver l'existence d'un conflit armé, international ou non international, l'acte pouvant constituer un crime de guerre, tel que l'atteinte à la dignité de la personne, torture ou traitement inhumain, le lien entre acte et conflit et la connaissance de l'auteur de l'acte de l'injustice du conflit armé. Pour s'assurer qu'il y a eu conflit armé afin de déterminer si les actes commis dans le contexte d'un conflit présumé constituent des crimes de guerre, les tribunaux doivent examiner s'il y a eu recours aux forces armées entre États ou violence armée prolongée entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes armés au sein d'un État. Le seuil permettant de déterminer l'existence d'un conflit armé international est relativement simple, car il nécessite le recours aux forces armées entre deux États. Dans le contexte de la RCA, il est important de noter que la participation des forces armées des États étrangers à un butin gouvernement centrafricain ne changerait pas l'internationalisation du conflit, car un conflit armé international nécessite un recours à la force entre les forces armées et de deux États ou plus. Lorsque les forces armées d'un État extérieur entrent en conflit à l'appui des forces armées d'un État contre les forces internes, le conflit n'est pas transformé en conflit international armé. Lorsque les forces armées d'un pays extérieur entrent dans un conflit pour soutenir les forces armées d'un État contre des forces internes, le conflit n'est pas transformé en un conflit international. Déterminer l'existence d'un conflit armé non international nécessite une analyse plus complexe. Le TPIY a établi des facteurs permettant de déterminer l'existence d'un conflit armé non international qui ont été largement acceptés. Dans l'affaire Le procureur contre Tadish, le TPIY a estimé que pour établir une distinction entre le conflit armé et le banditisme, l'insurrection non organisée et de courte durée ou les activités terroristes, le tribunal doit se prononcer sur 1. L'intensité du conflit, y compris s'il est prolongé, et 2. L'organisation des parties au conflit. Le libellé de l'article 157 du Code pénal de la RCA intégrait les facteurs ci-dessus en prévoyant que les dispositions de l'article précédent s'appliquent également aux conflits armés entre groupes armés organisés qui s'opposent de manière prolongée à l'État centrafricain ou à de tels conflits entre groupes armés organisés. Les tribunaux internationaux ont identifié les facteurs utilisés pour évaluer chacun des volets ci-dessus. En ce qui concerne l'intensité, la CPI a soutenu que l'intensité doit être déterminée en évaluant la durée de la violence, la gravité des attaques et l'augmentation potentielle des affrontements armés, leur propagation sur le territoire et sur une période de temps, l'augmentation du nombre des forces gouvernementales, la mobilisation et la distribution des armes entre les deux parties au conflit, si le conflit a attiré l'attention des Nations Unies, du Conseil de sécurité et, dans l'affirmative, si des résolutions ont été adoptées à ce sujet. La CPI aussi a jugé que l'organisation d'un groupe armé devrait être déterminée par la hiérarchie interne de la force ou du groupe, la structure de commandement et les règles, la mesure dans laquelle le matériel militaire et les armes à feu sont à disposition du groupe, la capacité de la force ou du groupe à planifier des opérations
opérations militaires et à les mettre en œuvre, la capacité de recruter et de former des membres du groupe, et l'étendue, la gravité et l'intensité de toute participation militaire. La CPI a mis en garde qu'aucun de ces facteurs n'est individuellement déterminant. Le test avec ces critères devrait être appliqué avec souplesse lorsque la Chambre décide si un organe est un groupe armé organisé. En plus d'établir l'existence d'un conflit armé international ou non international, les éléments contextuels des crimes de guerre exigent que l'accusation établisse un lien entre le crime allégué et le conflit armé. La CPI définit cela comme exigeant que le crime ait eu lieu dans le contexte d'un conflit armé international ou non international et qu'il y soit associé. Tous les crimes commis pendant une période de conflit armé et sur le territoire où un conflit armé existe ne sont pas directement liés au conflit armé. Grâce à la jurisprudence, les tribunaux ont identifié les facteurs qui satisfont à l'exigence du lien. Le TPIY et la CPI ont identifié des facteurs spécifiques permettant de déterminer si les crimes sont suffisamment liés au conflit armé. Le statut de l'auteur et de la victime, y compris le fait que l'auteur est un combattant et le fait que la victime est une non-combattante. Le fait que la victime est membre de la partie adverse. Si l'on peut dire que l'acte sert le but ultime d'une campagne militaire. Si le crime est commis dans le cadre ou dans le contexte des fonctions officielles de l'auteur. Si le conflit a joué un rôle important dans la décision de l'auteur de commettre, la capacité de réaliser, le but de commettre ou la manière de commettre l'acte. Certains des éléments contextuels de crimes de guerre décrits ci-dessus créent des défis spécifiques dans les affaires impliquant la violence sexuelle basée sur le genre, en particulier l'exigence du lien. Comme la violence sexuelle lors de conflits armés a souvent été qualifiée à tort de crime d'opportunité. L'établissement du lien entre les actes de violence sexuelle et le conflit armé a parfois été un défi. Plusieurs tribunaux pénaux ont abordé cet élément dans le cas de la violence sexuelle liée au conflit en donnant des indications sur la façon d'appliquer les facteurs ci-dessus aux situations impliquant ces crimes. Dans l'affaire Bemba, la CPI a aidé à définir les nombreuses façons dont les actes de VSG répondent à l'exigence du lien, y compris le conflit armé était la raison pour laquelle l'auteur avait accès et contrôlé la zone géographique où se sont produits les actes de VSG. Le conflit armé a rendu possible la violence sexuelle parce que les auteurs étaient membres de l'autorité militaire ou faisaient partie de l'autorité civile associée aux parties au conflit qui jouissaient d'une impunité totale pour commettre de tels crimes en raison du conflit. Le conflit armé comprenait l'objectif de déplacer des civils et de tels déplacements ont été favorisés non seulement par le meurtre et le déplacement forcé des civils, mais aussi par le fait de les violer afin qu'ils puissent terroriser. L'auteur de l'acte VS était un combattant et la victime était une civile du côté opposé du conflit. L'acte VS a eu lieu dans le contexte des devoirs de l'auteur liés au conflit ou dans le cadre du conflit, y compris interroger la victime sur sa collaboration potentielle avec l'ennemi ou la collaboration des parents ou des voisins de la victime, perquisitionner le domicile de la victime pour les membres des forces adverses, user de représailles
contre la victime pour un événement qui s'est produit pendant le conflit armé. Par exemple, dans l'affaire Bemba, la CPI a constaté que des crimes de guerre avaient été commis lorsque des militaires non rémunérés par leur commandant militaire ont commis des viols pour s'auto-rémunérer et ou pour déstabiliser, humilier ou punir les rebelles présumés et les sympathisants de rebelles, ou ceux qui ont résisté au pillage et au viol. Plusieurs actes ont été commis contre des civils en représailles du fait que les troupes adverses avaient saisi des objets que les soldats du Mouvement de libération du Congo, MLC, avaient précédemment pilés, confirmant davantage le lien entre les crimes et le conflit. La Chambre a conclu que le conflit armé a joué un rôle majeur dans la décision de l'auteur de commettre des crimes et la manière dont les crimes ont été commis. En ce qui concerne l'exigence du lien et les crimes de VSG en particulier, il est important de noter que les actes de VSG commis loin des champs de bataille peuvent toujours être considérés comme crimes de guerre, même si les actes de VSG sont survenus dans une zone qui était déjà tombée sous le contrôle des parties au conflit ou était autrement éloignée des théâtres de combat. Il est toujours possible de montrer un lien l'acte de VSG et le conflit armé. C'est important parce que les actes de VSG sont plus susceptibles que d'autres crimes de guerre d'être commis ailleurs que sur les lignes de front. Les actes de VSG commis à la suite des combats peuvent toujours être des crimes de guerre jusqu'à la cessation des hostilités sur l'ensemble du territoire contrôlé par l'une ou l'autre partie au conflit. Les crimes commis dans la poursuite des objectifs du conflit ou en profitant de la situation de conflit peuvent constituer des crimes de guerre, même si les parties ne combattent pas activement dans cette zone. Ceci est important parce que les actes VSG surviennent souvent en rapport, mais pas simultanément avec le combat. En plus de l'existence du lien avec le conflit armé, la preuve de la connaissance de l'auteur de l'existence du conflit armé est aussi requise. Les tribunaux ont jugé que cet élément est rempli lorsque l'auteur était un combattant dans le conflit armé ou l'ampleur du conflit et son impact à travers la région font qu'il est difficile pour l'auteur de l'infraction de ne pas avoir eu connaissance du contexte. Les articles 154 à 157 du Code pénal centrafricain énumèrent pas d'infractions spécifiques qui constituent des crimes de guerre. Ces dispositions ne définissent le viol que comme une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949, Convention de Genève, et d'autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international qui sont également des crimes de guerre. Les articles 154 et 155 s'appliquent aux conflits armés internationaux auxquels s'applique le régime des violations graves des conventions de Genève, tandis que les articles 156 et 157 s'appliquent aux conflits armés non internationaux. Comme indiqué plus haut, la CPI a qualifié le conflit en RCA de conflit armé non international. Bien que cette qualification ne liait pas la CPS en l'absence de preuves d'un conflit armé international, cette section se concentrera sur la définition des violations du droit international humanitaire applicables aux conflits armés non internationaux en vertu des articles 156 et 157.
L'article 157 dit seulement que l'article 156 s'applique aussi aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur son territoire l'État centrafricain à des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux. L'article 156 du Code pénal de la RCA définit les violations de l'article 3 commun entre 4 conventions de Genève comme crimes de guerre, à savoir tout acte commis contre des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par la maladie, la blessure, la détention ou toute autre cause. Comme ni le Code ni la loi organique 15.3 de la RCA ne précisent les infractions énumérées qui constituent des crimes de guerre, il est nécessaire de définir ces infractions à partir des sources du droit international applicable à la RCA. La loi organique fait référence aux obligations juridiques internationales de la RCA dans l'article 3, où il est dit que les crimes de guerre relevant de la compétence de la Cour pénale spéciale comprennent les crimes de guerre tels que définis par le Code de la République centrafricaine et en vertu des obligations internationales de la République centrafricaine en droit international, y compris les crimes de guerre. L'article 3 dispose en outre que la Cour pénale spéciale peut se référer aux normes de fond et aux règles de procédure établies au niveau international lorsque le législateur n'aborde pas une question particulière ou qu'il existe une incertitude quant à l'interprétation ou l'application d'une règle en République centrafricaine quand il y a une question de compatibilité avec les normes internationales. En conséquence, la CPS peut examiner les sources de droit international applicables à la RCA qui définissent quelles infractions énumérées constituent des crimes de guerre en commençant par l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève de 1949. L'article 3 s'applique au cas d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international. L'article 3 prévoit que chaque partie au conflit est tenue d'appliquer au minimum les dispositions suivantes. 1. Les personnes qui ne prennent pas part activement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et ceux qui sont hors de combat pour cause de maladie, de blessure, de détention ou pour toute autre cause, doivent être traités avec humanité sans distinction défavorable fondée sur la race, la couleur, la religion ou la foi, sexe, naissance ou richesse ou tout autre critère similaire. À cette fin, les actes suivants sont et resteront interdits à tout moment et en tout lieu en ce qui concerne les personnes sous-mentionnées. A. La violence à la vie ou à la personne, en particulier le meurtre de toutes sortes, la mutilation, les traitements cruels et la torture. B. Prise d'otage. C. L'atteinte à la dignité personnelle, en particulier les traitements humiliants et dégradants. Il est important de souligner que pour que l'article 3 s'applique, la victime du crime doit être les personnes qui ne prennent pas part activement aux hostilités, y inclut des civils, les personnes sont des gens mis hors de combat, le personnel médical ou des religieux ne participent pas activement aux hostilités. La jurisprudence des tribunaux, y compris le TPI-Y, le TPI-R et le TSSL, donne des conseils sur l'application de ces crimes de guerre aux actes SVG.
Plus précisément, les tribunaux ont jugé que les actes de VSG commis contre les civils peuvent constituer le traitement cruel et la torture et des atteintes à la dignité de la personne, en particulier le traitement humiliant et dégradant. Dans l'affaire Procureur contre Tadić, la Chambre de première instance du TPIY a conclu qu'aucune définition étroite ou spéciale ne vit être impunité à l'expression traitement cruel. Dans l'affaire Le Procureur contre Delalić, le TPIY a déclaré qu'un acte eut une omission intentionnelle, c'est-à-dire un acte qui, juge objectivement, apparaît délibéré et non accidentel et qui cause de graves souffrances mentales ou physiques ou constitue une atteinte grave à la dignité humaine. Le TPIY a conclu que les actes de violence sexuelle peuvent constituer le traitement cruel étant que crime de guerre. Dans les deux affaires Procureur contre Tadić et Procureur contre Delalić, les autres des personnes ont été reconnues coupables de traitement cruel en tant que crime de guerre pour avoir obligé des hommes détenus dans ces centres de détention à se faire mutuellement la fellation devant d'autres. Donc, les actes de violence qui causent de sérieuses souffrances mentales ou physiques ou sont de graves attaques contre la dignité humaine peuvent constituer le traitement cruel en tant que crime de guerre. Les caractéristiques de la torture en tant que crime de guerre sont 1. L'infliction intentionnelle de douleur ou souffrance intense, qu'elle soit physique ou mentale. 2. L'acte doit être commis dans un but interdit. Les tribunaux internationaux ont défini plusieurs objectifs interdits qui s'appliquent notamment 1. Obtenir des informations ou une confession. 2. Punir. 3. Intimider. 4. Contraindre une victime ou une tierce personne. 5. Discriminer sur la base de la religion, l'appartenance ethnique, le sexe, etc. 6. Humilier. Plusieurs tribunaux internationaux ont conclu que le viol et d'autres formes de violence sexuelle peuvent constituer de la torture en tant que crime de guerre lorsque les éléments sont satisfaits. En ce qui concerne le premier élément, l'infliction intentionnelle de douleur ou de souffrance intense, qu'elle soit physique ou mentale, plusieurs tribunaux ont jugé que le viol et d'autres formes de violence sexuelle causent de graves souffrances physiques et mentales. Dans l'affaire Kühnerack et les autres, la Chambre d'appel du TPIY a estimé que la torture est constituée par un acte ou une omission donnant lieu à de graves souffrances physiques et mentales, mais il n'existe aucune exigence spécifique permettant une classification et une énumération exhaustive des actes qui puissent constituer un acte de torture. La Chambre d'appel a ajouté que l'hypothèse des appellants selon laquelle la souffrance doit être visible, même longtemps après la commission des crimes en question, est erronée. D'une manière générale, certains actes établissent en eux-mêmes la souffrance de ceux sur qui ils ont été infligés. Le viol est évidemment un acte de ce genre. La Chambre de première instance ne pouvait que conclure que de telles souffrances avaient lieu même sans certificat médical. La violence sexuelle donne nécessairement lieu à de fortes souffrances, physiques ou mentales, justifiant ainsi sa qualification d'acte de torture. En plus de viol, le TPIY a constaté que le fait d'être obligé de regarder le viol d'une parente ou d'une connaissance cause aussi de la douleur et des souffrances aiguës qui constituent un acte de torture. Dans l'affaire Procureur
contre Furunzija, le TPIY a également estimé que la menace de mutilation sexuelle causait de graves souffrances mentales et constituait un acte de torture en tant que crime de guerre. La chambre d'appel du TPIY a confirmé cette conclusion en appel, rejetant l'affirmation du défendeur selon laquelle une telle action ne constituait pas l'acte de torture et expliquant que la chambre trouve inconcevable que l'on discute que frotter un couteau contre les cuisses et le ventre d'une femme, en plus de la menace d'enfoncer le couteau dans le vagin, une fois prouvés, ne sont pas des actes assez graves pour constituer des actes de torture. En ce qui concerne le deuxième élément, pour un but interdit, la jurisprudence des tribunaux internationaux offre plusieurs exemples de viols et de violences sexuelles commis dans un but interdit et constituant ainsi de la torture en tant que crime de guerre. Les exemples comprennent 1. Obtenir des informations ou une confession. Dans l'affaire Procureur contre Delitzsch et aux autres, la Chambre de première instance du TPIY a condamné Azim Delitzsch pour viol en tant que crime de guerre de torture, concluant que 2 femmes ont été violées dans le contexte d'un interrogatoire, y compris une femme qui a été interrogée sur là où se trouvait son mari, qui était considéré comme un rebelle armé. De même, dans l'affaire Procureur contre Furunzija, le TPIY conclut que le témoin a été menacé de viol dans le but interdit d'obtenir des informations sur sa famille. Dans la même affaire, Delitzsch et autres, le TPIY a condamné Azim Delitzsch pour viol en tant que crime de guerre de torture, constate également que l'une des victimes a été violée pour la punir pour des actes de son mari. Le TPIY aussi a conclu dans l'affaire Delitzsch que Azim Delitzsch a violé une femme pour l'intimider afin qu'elle fournisse des informations sur son mari. Aussi, dans le même cas, le TPIY a conclu que la victime a été violée pour la contraindre à fournir des informations sur son mari. Dans plusieurs affaires, le TPIY a établi que les actes de violence sexuelle commis dans un but discriminatoire constituaient de la torture. La discrimination peut être fondée sur la religion, l'appartenance ethnique ou le sexe de la victime. Dans l'affaire Delitzsch, qu'une victime a été violée parce qu'elle était une femme, est à juger que cela constitue la discrimination, un but interdit pour l'infraction de torture. Dans l'affaire Kenarak et autres, le tribunal a conclu que la victime a été violée parce qu'elle était musulmane et que cela constituait l'acte de torture. Bien qu'il n'y ait pas d'accord général sur le fait que l'humiliation puisse constituer un but interdit en tant qu'élément de la torture, toutefois, dans l'affaire Procureur contre Furunzija et autres, la Chambre de première instance du TPIY a jugé que la Chambre de première instance considère que parmi les objectifs possibles de la torture, il faut inclure celui d'humilier la victime. Cette proposition est justifiée par l'esprit du droit international humanitaire. Le but premier de cette législation est de sauvegarder la dignité humaine. Il est très important de noter que le but interdit n'a pas besoin d'être le seul but. Cela est essentiel car les actes de violence sexuelle sont souvent mal interprétés comme des actes opportunistes fondés sur des motivations sexuelles plutôt que placés dans le contexte d'un conflit armé. Le droit coutumier international n'exige pas que l'acte soit uniquement perpétré pour l'un des buts de torture prohibés, comme la discrimination. Le but interdit
doit seulement faire partie de la Le but interdit doit seulement faire partie de la motivation derrière la conduite et ne doit pas être le but prédominant ou unique. Dans l'affaire Cunarak et autres, l'accusé a soutenu que s'il était prouvé qu'il avait violé une femme, cela aurait été pour un désir sexuel, par haine. La Chambre de première instance du TPIY a jugé que le but interdit de la discrimination contre les musulmans faisait partie du but du viol et que le fait qu'il ne s'agissait peut-être pas du seul but n'était déterminant. Les cas impliquant la VSG poursuivie comme crime de guerre commis pendant un conflit armé non international en tant que violation de l'article 3 commun ont été fréquemment qualifiés d'atteinte à la dignité de la personne, en particulier les traitements humiliants et dégradants. Les tribunaux ont jugé que les atteintes à la dignité de la personne, en particulier les traitements humiliants et dégradants, comprenant les crimes de viol, la prostitution forcée et toute autre forme d'attentat à la pudeur. Les tribunaux ont identifié plusieurs facteurs qui définissent cette infraction. L'acte est animé par le mépris de la dignité humaine d'une autre personne. L'acte cause une grave humiliation ou dégradation à la victime. L'acte provoque une souffrance réelle et durable à l'individu découlant de l'humiliation ou du ridicule et l'acte n'a pas besoin de nuire à bien-être physique ou mental de la victime pour constituer une atteinte à la dignité de la personne. L'acte doit être aussi sérieux qu'il peut être considéré comme une atteinte à la dignité de la personne. Le seuil à la fois une composante subjective basée sur la perception de l'humiliation par la victime et une composante objective. L'humiliation de la victime doit être si intense que toute personne raisonnable serait indignée. Il n'est pas nécessaire que l'acte cause une souffrance durable à la victime. Fait important, les éléments des crimes du TPIY tiennent compte des aspects pertinents du contexte culturel de la victime pour évaluer si l'acte a causé une grave humiliation ou dégradation à la victime. Bien que le code pénal de la RCA n'incorpore pas explicitement ce langage, si l'humiliation doit être évaluée en utilisant à la fois les points de vue subjectifs et objectifs, la culture de la victime est pertinente pour cette analyse. Lorsque les victimes de VSG ont été ciblées de manière à violer les tabous culturels, ce qui amplifie l'humiliation subie par la victime, de tels actes devraient vraisemblablement être considérés comme des atteintes à la dignité de la personne. Les tribunaux internationaux ont jugé qu'une série d'actes de violence sexuelle et sexiste peuvent constituer des atteintes à la dignité de la personne, notamment le viol, l'agression sexuelle, l'esclavage sexuel et la nudité forcée. Exemple d'atteinte à la dignité de la personne. 2 frères qui ont été forcés à se faire une fellation devant d'autres personnes. Le TPIY a constaté que leur relation familiale, la nature de l'acte et le fait qu'ils étaient forcés de le faire devant d'autres personnes qui riaient constituaient un traitement et dégradant en tant que violation des lois de la guerre. Des filles adolescentes qui ont été forcées à danser nues sur une table pendant qu'un soldat les regardait et ensuite forcées à marcher nues dans la rue. Le TPIY a estimé que cet acte était douloureux et humiliant pour elles. Des femmes et des filles qui ont été prises comme épouses de Bruce par le rebelle en Sierra Leone. Le TSSL
a estimé que les actes d'esclavage sexuel conjugal causaient humiliation et dégradation aux victimes et constituaient des atteintes à la dignité de la personne en tant que crime de guerre. Il est important de noter que pour prouver la morale pour le crime de guerre d'atteinte à la dignité de la personne, le procureur n'a pas besoin de prouver que l'auteur avait l'intention spécifique de provoquer l'humiliation et la dégradation. Le procureur n'a pas besoin de prouver que l'humiliation de la victime était prévisible pour l'auteur. Le procureur a seulement besoin de prouver que l'auteur avait connaissance de ce résultat comme conséquence possible de ses actions. L'auteur n'a pas besoin de savoir que ses actions causeraient ce résultat, simplement qu'il pourrait causer ce résultat. Nous espérons que cette formation vous aura fourni des informations utiles sur la poursuite des violences sexuelles en tant que crime de guerre. Voici quelques ressources supplémentaires pour plus d'informations sur ce sujet, y compris des vidéos sur la même page de notre site web à l'adresse genderjurisprudence.org et une jurisprudence pertinente des tribunaux internationaux pouvant utiliser la fonction de recherche de collection de notre site. En outre, le site web du Comité international de la Croix-Rouge fournit des informations détaillées sur le droit international humanitaire.